Bonjour. Comme vous le savez, le mois de mars est marqué par 2 journées internationales qui me tiennent particulièrement à cœur. Celle du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, celle du 21 mars, la journée contre les discriminations raciales. Depuis 6 ans, dans le cadre du précédent mandat de Frédéric Chéreau, j'ai essayé, à ma hauteur, d'attirer votre attention et d'éveiller les consciences sur le sujet des droits des femmes. Depuis 2020, j'ai également la délégation de lutte contre les discriminations, sujet qui me touche à titre personnel. Compte tenu des conditions sanitaires, nous ne pourrons pas nous réunir, mais cette année, je voulais continuer notre action. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés au modèle de Jean-Baptiste Carpeaux. Pourquoi naître esclave ? Ce modèle est notre point de départ. Une femme noire représentée par l'artiste, mais surtout un exemple porteur de valeurs. C'est l'occasion de nourrir le débat entre art et société et se pencher sur les problématiques raciales ainsi que sur la représentation des femmes noires dans les arts. J'ai invité Pierre Bonheur, directeur du musée, pour nous présenter l'œuvre et nous délivrer son message. J'ai demandé aussi à plusieurs intervenants de nous donner leur avis sur le buste et plus généralement sur le thème. Merci Jamila. Bienvenue à la Chartreuse, au musée de la Chartreuse de Douai. On va vous présenter cette œuvre de Jean-Baptiste Carpeaux qui représente une allégorie contre l'esclavage, titrée « Pourquoi naître esclave ?». Le titre est inscrit sur la base du pied-douche, en dessous de la sculpture. Donc il s'agit d'une sculpture qui a été offerte au musée en 1876. Par une dame, une particulière, et qui est un tirage, une édition en terre cuite d'un buste qui a été créé, imaginé par Carpeaux en 1868. Carpeaux est un sculpteur du nord de la France, il est né à Valenciennes et il a fait carrière toute sa vie à Paris et c'était un des grands sculpteurs du Second Empire en particulier. Il a été particulièrement apprécié et protégé par la famille impériale sous le Second Empire. Il est l'auteur de l'œuvre, de son œuvre la plus fameuse qui est le groupe de la danse sur la façade de l'Opéra Garnier, qui date de la même période. En 1867, Carpeaux reçoit une commande d'une sculpture pour orner une fontaine, la fontaine des jardins de l'Observatoire, donc sur une des perspectives et un des axes principaux de la capitale, sur la rive gauche, qui relie l'Observatoire de Paris au Palais du Luxembourg. Et à l'extrémité de ce jardin, l'architecte de la ville, Gabriel Daviou, imagine d'installer une fontaine qui, étant située sur l'axe exact du méridien de Paris, se devait d'adopter un sujet de géographie. Et le sujet est tout trouvé, il s'agissait de représenter l'entièreté du globe sous la forme d'une représentation des 4 parties du monde, donc les 4 continents. À l'époque, on en dénombrait traditionnellement que 4, même si on avait connaissance depuis peu de l'Antarctique, et soutenant ces 4 allégories, une sphère qui représentait la Terre, enfin plus précisément 2 sphères, l'une dans l'autre, une sphère armillaire représentant le globe céleste et à l'intérieur une sphère terrestre. Pour cette sculpture, Carpeaux, comme il était d'usage à l'époque, fait poser des modèles. Et donc c'est une femme noire qui va poser pour être le modèle de l'Afrique, évidemment. Et lors des séances de pose dans son atelier, il va avoir l'idée, en cherchant l'expression du visage et en faisant poser le modèle, de créer une œuvre indépendante, qui est celle qu'on a sous les yeux, et d'en faire une allégorie contre l'esclavage. Alors il faut savoir que Carpeaux est fortement sensible et opposé à l'esclavage. Et si l'esclavage est aboli depuis 20 ans en France au moment de la création de cette œuvre, c'est encore un sujet d'actualité en Occident, étant donné qu'on est en pleine guerre de sécession aux États-Unis, et c'est un sujet qui touche d'autant plus Carpeaux que sa famille, une partie de sa famille est rapatriée en France à ce moment-là. C'est une branche de sa famille qui vivait, des parents qui vivaient aux États-Unis et qui se réfugient en France lors de cette guerre civile, la guerre de sécession, qui implique donc des sudistes esclavagistes à des Américains du Nord qui sont opposés à l'esclavage.
Cette allégorie naît aussi de la façon dont Carpeaux a fait poser son modèle noir pour figurer le continent africain. Il avait une grande difficulté à composer ce groupe donc de 4 femmes debout sur un socle soutenant ce globe, parce qu'il trouvait que la composition était très rigide, trop rigide à son goût. Et c'est au cours d'une nuit en rêve qu'il s'est souvenu de la citation de Galilée à propos de la rotondité de la Terre et de sa rotation, le fameux « et pourtant elle tourne ». Et c'est ce qui lui a donné l'idée de donner des attitudes à chacun de ces modèles tournoyants. Son idée était qu'elles soient quasiment en train de danser tout en supportant ce globe sur leurs épaules et qu'elles aient donc chacune une partie du corps tournée vers un des 4 points cardinaux. Avec donc des mouvements assez vivants et très dansants. C'est la raison pour laquelle son modèle a adopté lors des séances de pose en atelier cette posture avec le visage tourné sur la gauche, puisqu'il a donné un mouvement tournoyant à l'ensemble de sa composition, avec chacun des modèles sur une forme torsadée, en spirale si vous voulez. Or, en voyant son modèle posé, Carpeaux a eu l'idée d'en faire une tête d'expression. C'est exactement ce qu'est cette allégorie, à savoir de faire figurer la condition d'esclavage, donc une femme noire, la poitrine à moitié dénudée, portant à l'origine des créoles, des boucles d'oreilles circulaires en forme d'anneau qui sont cassées sur cette sculpture. Il y a un fragment sur l'autre oreille qui subsiste, et entravé par des liens, donc retenus par des cordes, pour illustrer cette condition d'esclavage. Sachant donc que ce n'est pas une représentation réaliste, puisqu'il n'a pas sculpté ce modèle aux Antilles, et que de toute manière, dans les colonies françaises, l'esclavage est aboli depuis 20 ans à cette date-là. Mais donc c'est une représentation imaginaire, c'est une allégorie. Et en revanche, en lui donnant cette expression du visage tourné vers le haut, comme si l'esclave implorait le ciel, il donne une expression farouche au trait du visage, et en particulier au regard qui est particulièrement poignant et qui, selon un des critiques de l'époque, représente en fait la seule liberté qu'a cette représentation de l'esclavage, qui est la liberté du regard, la liberté de penser, et qui est évidemment un regard de révolte, mais aussi un regard implorant pour obtenir la liberté. Cette composition va connaître un certain succès, puisque dès l'année suivante, en 1869, Carpeaux expose au Salon à Paris un exemplaire en marbre de ce buste, qui va tout de suite être acheté par l'empereur Napoléon III. Et le buste va connaître plusieurs éditions dans différents matériaux, en marbre quelques-uns, en bronze, en plâtre et en terre cuite, comme c'est le cas ici. Il y a eu une série d'éditions du vivant de Carpeaux, puis ensuite par ses héritiers. Or, on sait par la date d'acquisition de cette œuvre qui est rentrée dans nos collections en 1876, et par la signature, la marque de l'atelier en lettres cursives avec la date sur le pied-douche à droite, il s'agit ici d'une des premières éditions réalisée donc dans l'atelier même de Carpeaux. On a reproché à Carpeaux, certains critiques ont reproché à Carpeaux, lors de l'exposition du modèle en marbre en 1869, que la matière ne convenait pas à la représentation du sujet, puisque en marbre, on avait beau représenter une femme noire esclave, elle devenait toute blanche. Et c'est ce qui explique sans doute que cette sculpture ait eu plus de succès dans ces exemplaires en bronze, et il existe même au musée des Beaux-Arts de Reims un exemplaire polychromé qui correspond à un goût particulier, en particulier du Second Empire, représenté par exemple par le sculpteur Cordier pour la sculpture polychrome, et qui permet d'évoquer encore mieux les carnations, la chevelure et le regard implorant qui, évidemment très blanc, marque beaucoup plus.
On a donc ici un des chefs-d'œuvre de nos collections qui contraste dans cette chapelle qui abrite nos sculptures du 19e siècle avec d'autres sculptures contemporaines. On a une allégorie géographique juste à côté et d'autres sculptures en terre cuite du Second Empire, mais qui sont d'un style très différent, ce qui marque l'originalité et la puissance de création de Carpeaux, puisqu'on a ici un de ses chefs-d'œuvre. Donc j'ai une petite question, Pierre. Pourquoi l'artiste a créé cette œuvre d'après toi? Pour quel public et avec quel message? J'ai une deuxième question que je poserai en même temps, si tu permets. Voilà. Et penses-tu que la première impression de l'œuvre délivre le message sans connaître le titre? Alors, très bonne question. Pourquoi l'artiste a créé cette œuvre? Eh ben, je crois vraiment qu'il a eu une vision dans son atelier quand le modèle a posé. L'œuvre n'a pas été créée, le modèle n'a pas posé d'abord pour composer ce buste qui est donc une allégorie contre l'esclavage, mais d'abord pour composer une autre allégorie, une allégorie géographique. Il s'agissait de représenter le continent africain. Et c'est au cours des séances de pose qu'en voyant ce modèle, séduit en particulier par l'expression de son visage, que lui est venue l'idée de lui conférer un autre sens, et il lui a conféré donc non seulement en changeant le titre, mais surtout en lui donnant une autre expression que dans la sculpture finale. La pose n'est pas exactement la même non plus, et surtout en la représentant comme une esclave, c'est-à-dire entravée par des liens, par des cordages. Et ça permet de répondre à la deuxième question, à savoir que oui, je pense que cette sculpture est particulièrement réussie, puisque plus d'un siècle après sa création, même un siècle et demi après sa création, elle est parlante. C'est-à-dire qu'on voit au premier regard qu'il s'agit d'une esclave, étant donné que justement elle a ces cordes qui la retiennent comme enchaînée, et surtout, peut-être encore plus que les cordes, qui ne sont qu'un accessoire, l'expression du visage nous frappe et nous interpelle au bon sens de l'expression surtout courante. Le regard, oui, c'est-à-dire qu'on est ce regard est poignant et on ne peut pas rester insensible face à ce regard, et donc on ne peut pas rester insensible face à ce qu'il dénonce, ce regard, à savoir la condition des esclaves. Donc je pense que c'est une œuvre qui a été très très appréciée à son époque pour cela, et ce qui est très fort et ce qui fait que c'est une œuvre très appréciée encore aujourd'hui, c'est qu'elle a toujours le même sens pour nos contemporains. C'est-à-dire que sans lire le cartel, sans s'approcher du buste pour lire le titre sur le socle, on a l'expression du regard qui délivre le sens de l'œuvre et qui est toujours compréhensible par nos contemporains aujourd'hui. Donc j'invite tous les personnes intéressées par ces sujets à venir à la Chartreuse évidemment, mais à venir voir cette sculpture en particulier. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Tu as répondu à ma question. Je te remercie, Pierre. Merci beaucoup, Jamila. Franchement, le regard, moi qui ne suis pas connaisseuse, le regard, il me touche au plus profond de moi-même, hein, vraiment. Et merci pour tes explications. De rien. Non, mais c'est vrai que c'est. Merci au musée de la Chartreuse, notre directeur. Merci à la ville de Douai d'aborder ce sujet et de permettre l'exposition de cette œuvre à la Chartreuse. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ludovic Drouard, je suis fonctionnaire territorial, j'aime l'histoire, j'aime l'art. Cela fait 5 ans que j'essaie d'apporter ma contribution à la lutte en faveur des droits des femmes et des minorités, en aidant Jamila dans ses projets. En préambule, je voulais quand même faire une petite précision. Jamila nous a demandé de donner notre impression sur un buste qui est exposé au musée de l'Art Chartreuse et de le mettre en relation avec d'autres œuvres de l'histoire de l'art. Donc je tiens à préciser qu'en fait, on ne compare jamais deux œuvres, surtout quand il s'agit d'un tableau et d'un buste, surtout en plus quand il s'agit de deux périodes historiques différentes, avec un contexte culturel, économique ou social différent. Ce que Jamila veut nous faire dire, c'est notre ressenti personnel, complètement subjectif. Alors, nous ne sommes pas Pierre Bonheur, nous n'avons pas sa connaissance et sa technicité sur l'art, mais nous sommes des citoyens avant tout, et nous aussi, nous avons des idées et nous engageons en faveur du droit des femmes et des minorités. Donc Ludovic, j'ai une question. Quel est ton sentiment sur cette œuvre ? Qu'as-tu ressenti en la voyant pour la première fois ? Sa posture est intéressante. Les épaules partent en avant, la tête est haute,
et son regard de biais regarde un peu comme au lointain. Pour moi, déjà, à première vue, c'est une représentation noble de la femme. Il n'y a rien de péjoratif. Elle est noire, elle a certes les cheveux crépus, elle a le nez épaté, mais c'est une femme avant tout. Et quand j'ai découvert son titre, l'œuvre s'appelle « Pourquoi naître esclave ?» Donc quand j'ai découvert son titre, je l'ai trouvée encore plus forte, cette femme. J'ai presque envie d'imaginer la suite de son corps, en fait, comme avec un poing levé en guise de revendication. Cette sculpture s'appelle « Pourquoi naître esclave ?» Et au fond, c'est vrai, pourquoi naît-on esclave ? Pourquoi des hommes se donnent le droit d'être supérieurs à d'autres hommes ? Là, quand on regarde la définition de l'esclavage donnée par la Société des Nations en 1926, donc la Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU, l'esclavage est décrit comme l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Moi, personnellement, je trouve que cette définition ne va même pas assez loin. L'esclavage, pour moi, c'est le fait de nier la condition même d'être humain à un autre homme. L'esclave n'est pas un homme ou une femme, c'est une sorte d'objet, une propriété à bien. Donc j'ai une deuxième question. Qu'est-ce que cette œuvre t'inspire et à quelle autre œuvre elle te fait penser ? Alors le thème que Jamila a choisi et le buste présenté au musée de la Chartreuse me font penser, moi, à un tableau du XVIIe siècle. C'est celui-ci. Alors je sais que ce n'est pas du tout la même époque, c'est ce que je vous disais en préambule, ce n'est pas du tout les mêmes circonstances. À cette époque, au XVIIe, alors c'est vrai qu'il est de bon ton de représenter des personnes noires sur des tableaux à côté ou plutôt derrière des membres de la suite de la noblesse, donc plutôt à la peau blanche évidemment. À l'époque, en fait, on s'offrait des esclaves noirs comme un objet, comme un objet de curiosité. En fait, la personne noire est une chose avant tout au XVIIe et non pas une personne. Et là, dans ce tableau-là, c'est encore différent. On va un peu plus loin dans le côté péjoratif de la personne noire. Déjà, le titre du tableau, c'est comme un aveu. Le tableau s'appelle « Le viol de la négresse ». Donc le tableau a été peint en 1632 par un artiste néerlandais qui s'appelle Christian van Couvertberg. Donc on y voit un homme nu, assis sur un lit, qui retient par la force une esclave noire. Et face à lui, il y a un autre homme, presque nu, avec un drap autour de la taille, qui pointe du doigt l'esclave noire et qui regarde le spectateur dans les yeux, en gros comme si pour nous dire « regardez ce qu'on a fait ou ce qu'on s'apprête à faire ». Pour comparer le regard par rapport à la statue du musée, là ici, quand on voit le regard de cette esclave, on sent vraiment le désespoir, l'appel à l'aide dans son regard. C'est plus un regard de force, c'est un regard vraiment de désespoir. Celle-ci, cette esclave, n'a pas de lien sur elle. Effectivement, elle n'a pas de corde, elle n'est pas retenue par des cordes, mais elle n'en a pas besoin, parce qu'en fait, c'est l'homme, le blanc, qui la retient de force sur ses genoux. Donc j'ai lu, en fait, que le peintre néerlandais cherchait à l'époque à prendre à témoin le spectateur pour lui montrer, en fait, ce qui se passait dans les colonies néerlandaises. Personnellement, ce n'est pas le sentiment que me laisse ce tableau. Je n'ai pas l'impression d'une dénonciation. Alors, comme quoi, vous voyez, le titre d'une œuvre, sa première impression qu'elle peut laisser, ou son contexte historique, sont finalement, certes, indissociables, mais en même temps, ils peuvent s'avérer totalement contradictoires. Et c'était ma conclusion. Je vous remercie. Merci. Bonjour, moi c'est Fatima l'Espagnol, je suis adjointe du patrimoine à la bibliothèque municipale de Douai. Jamila m'a sollicité pour son combat contre les discriminations et le combat aussi des femmes, sujet qui m'a beaucoup interpellée et que je milite au niveau national. Du coup, son invitation, c'était un plaisir pour moi de participer à cette séance vidéo. Alors, on démarre d'un buste de Jean-Baptiste Carpeaux, qu'on connaît, qui est exposé au musée de la Chartreuse à Douai. Ce buste intitulé « Pourquoi naître esclave ?» Oui, tout le monde, pourquoi on est esclave. De quoi est définie cette définition de naître esclave? Je ne le vois pas. Dans ce regard de ce buste, je vois femme, nue, africaine, coiffure, tête tournée à la gauche, l'amorce des épaules visible, ligotée au moyen d'une corde, vêtue d'un drapé dévoilant poitrine et oreilles percées.
Lève les yeux au ciel, le grand du désespoir appelle inutile à la justification. Pourquoi ce désespoir? Protestation morne contre l'écrasement de la destinée. Terrible. Donc Fatima, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que cette œuvre t'inspire et à quelle autre œuvre elle te fait penser? Effectivement, en regardant le buste de Carpeaux, ce visage oriente ma mémoire vers d'autres femmes africaines sculptées en statues lors de ma visite au musée du Quai Branly, les arts primitifs. D'une époque primitive indéfinissable, au l'art du nègre, ce n'est que l'on a longtemps regardé ces statues, masques, coiffes de ces femmes et de leurs objets rituels africains. Toutefois, la représentation de la femme y semble un thème récurrent dans la structure des différentes sociétés africaines. Ceci tend à prouver que si dans les conservatismes coutumiers des vieux chefs, les femmes restaient des inférieures naturelles, plus ou moins assimilables à des esclaves, on leur reconnaissait par ailleurs la fonction non négligeable de la procréation. D'où ce buste, tête de femme avec coiffe en corail, reine de mer du Bénin, découvert en 19e siècle dans une tribu qui s'appelle les Dos du Nigeria, actuellement le Libéria. Société très particulière, masculine et guerrière, sculpture en bronze représente principalement les femmes des dieux rois, très rares dans la culture africaine. Car donner la vie à un garçon leur confère le statut et le pouvoir décisionnel d'un responsable politique masculin. Ces œuvres ont fasciné et inspiré par leur esthétique, leur beauté, les artistes occidentaux tels que Picasso, Matisse. Eux, les artistes africains, sont restés dans l'ombre de leurs collectionneurs. L'évolution de notre regard sur l'art africain féminin a sans doute été amorcée par les travaux menés par les ethnologues qui ont commencé à reconnaître ces artistes, leur juste valeur, leur vie, leur formation et leur pratique. Mon intervention a deux objectifs. Au fait, reconnaître la femme africaine autant dans la société africaine elle-même et reconnaître ces artistes en dehors de l'Afrique, dans le monde occidental. Cette conception de l'art africain évolue. Enfin, la fin du primitif. Depuis lors, cette idée a fait son chemin, portée en France en 2006 par l'ouverture du musée du Quai Branly par Jacques Chirac, dans le monde et aussi par un échange de regards des histoires coloniales. C'est ainsi que le débat sur la restitution du patrimoine africain cristallise le monde de l'art. Ces histoires de civilisation sont souvent portées et transmises par des femmes. La reconnaissance de leur histoire, de leur civilisation, est à part entière comme des cultures africaines, océaniques et amérindiennes. Merci Fatima. Bonjour, je m'appelle Laurence Fontaine et je suis romancière et douaisienne. Voici mon dernier roman, De mauvais sang, qui est paru aux éditions Hyperion Avenue. Et donc j'ai été invitée par Jamila à parler de la discrimination et des femmes et de la lutte de celle-ci. Bonjour Laurence, je tenais à te remercier de ta présence et j'avais une question à te poser concernant cette œuvre, l'œuvre de Carpeaux. Pour toi, quel est ton sentiment face à cette œuvre ? Alors, elle m'évoque plusieurs choses. D'abord, cet artiste nordiste met en scène une femme noire, mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que cette œuvre est très liée à l'abolition de l'esclavage qui s'est déroulée pour la France en 1848, et c'est un peu une façon de rendre hommage à la femme noire, tout en dévoilant avec le sein dévoilé sa féminité, et en témoignant aussi de la beauté et aussi de la souffrance et de la lutte des femmes noires pour justement l'égalité, ou en tout cas une forme de reconnaissance qu'elles n'ont pas ou qu'elles n'avaient pas, encore moins que les hommes, hein, si on peut dire, avant cette date, et même après, hélas, dans les colonies françaises comme dans le monde entier. Si tu avais une autre œuvre qui te fait penser à celle-ci, ça serait laquelle ? Alors, pour faire écho à l'œuvre de Carpeaux, j'ai choisi, comme je suis passionnée par les États-Unis, j'ai choisi une œuvre de Norman Rockwell, qui est un célèbre illustrateur, d'abord pour le Saturday Evening Post et ensuite pour le magazine Look. Et cette image est parue donc dans Look
en 1964, donc dans la pleine période de lutte pour les droits civils aux États-Unis. Et la revendication, bien sûr, de la déségrégation au niveau des États-Unis. Et là, c'est en plus une jeune fille, une toute petite fille même, puisqu'elle a 4 ans. Il s'agit de Ruby Bridge, qui est la première petite fille noire à se rendre dans une école blanche en Louisiane, sachant que la Louisiane était l'un des États du Sud, donc ségrégationniste par définition. Et elle a été autorisée à s'y rendre donc en novembre 1964. Mais comme on le voit sur cette gravure, elle est accompagnée de policiers parce que l'ambiance autour était très tendue et on avait très très peur d'un attentat. Et pour la petite histoire, il faut savoir que cette petite fille n'a pu assister qu'à un seul cours parce qu'il y a un seul enseignant blanc qui a accepté de lui faire cours, les autres ayant trop peur des représailles, et notamment des représailles bien sûr du Ku Klux Klan, qui était l'organe représentatif de la ségrégation aux États-Unis, qui l'est toujours, et qui est d'ailleurs indiqué sur cette gravure où on voit des tomates qui sont jetées et l'insigne KKK qui apparaît ici, donc et qui désigne justement ces personnes qui refusaient en fait les droits des Noirs, et en particulier donc des femmes notamment, mais des hommes, des enfants, enfin de tous ceux qui n'avaient pas une couleur blanche aux États-Unis en 1964. Donc cette gravure est restée très célèbre, et par ailleurs, en 2011, à la demande du président Barack Obama, elle a été exposée à la Maison-Blanche en témoignage et en commémoration des 50 ans de cet événement qui a marqué le début d'une fin de ségrégation raciale au niveau en tout cas des écoles dans les États-Unis, et en particulier dans le sud des États-Unis. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, d'avoir permis de parler de la femme noire, et aussi des États-Unis, qui est un pays qui me tient autant à cœur que la France. Merci à toi, Laurence. Alors, je m'appelle Jean Villebas, je travaille à la bibliothèque municipale de Douai, où je suis le conservateur en charge des collections patrimoniales de cette bibliothèque. Bonjour Jean, je voulais te poser une petite question premièrement pour cette œuvre qui est devant nous. Quel est ton sentiment sur cette œuvre ? C'est une sculpture de Carpeaux que je trouve vraiment très très belle. J'admire en particulier l'expressivité du regard, qui traduit à la fois le questionnement, la peur, l'incompréhension, et qui est renforcé par cette question forte que Carpeaux nous pose: pourquoi naît-on esclave ? Une question à laquelle des femmes du XVIIIe et du XIXe ont également répondu. La première de ces femmes, c'est notre compatriote Marceline Desbordes-Valmore, qui est née à Douai en 1786 et qui, très jeune, est partie avec sa mère en Guadeloupe, où sa mère désargentée partait rejoindre un ami fortuné qui s'est avéré être décédé lors de son arrivée. Alors Marceline a bien connu, même si elle est restée que quelques mois en Guadeloupe, elle a été très tôt sensibilisée à la question de l'esclavage, et elle a consacré au thème de l'esclave une dizaine de textes qui n'évoquent d'ailleurs pas tous les Antilles. Il y a la plus célèbre de ces chansons, de ces textes, c'est Le Chant de l'esclave, qui concerne le Moyen-Orient. Mais je vais me permettre de vous lire un texte qui s'intitule La jeune esclave, et qui reprend le questionnement qui est celui de Carpeaux. Jamais voyez-vous la colombe livrer ses petits aux vautours. Si du nid le plus faible tombe, elle vole et pleure alentour. Jamais vers sa tendre couvée, elle n'a guidé le chasseur. Jamais elle ne s'est privée de leur baiser plein de douceur. Et moi je connais une mère, cruelle à son plus jeune enfant. Si elle étouffait ma plainte amère, croyez mon cœur qui la défend. Sur sa vieillesse douloureuse, un remords sera suspendu. N'est-elle pas la plus malheureuse que son enfant qu'elle a vendu ? Dieu, rejetez-moi sur la plage où j'irai libre avec mes sœurs, où le palmier qui dit mon âge leur donne en ce moment ses fleurs. Le luxe affreux qui m'environne me rend mes déserts plus touchants. Je ne veux pas d'autre couronne que celle qui croît dans nos champs. Donc tu avais un autre sujet à aborder, oui. Un autre texte à lire. Alors je n'aurai pas de texte à lire, je veux juste évoquer la vie d'une deuxième femme, une femme poète également, qui est née, on pense, à l'ouest de l'Afrique, au Sénégal ou en Gambie, dans les années 1750, qui est morte très jeune, à l'âge de 31 ans, en 1781.
Cette jeune fille qui a été enlevée comme esclave à l'âge de 7-8 ans, a été élevée par une famille riche de Boston, les Whitley, qui lui ont d'ailleurs donné son nom, et qui, ayant remarqué ses capacités intellectuelles, l'ont fait éduquer par leur fille, Mary Whitley, qui est devenue quasiment la sœur de son esclave Phyllis, qui était, à cause de sa faible constitution, une domestique simplement de la maison, pas une femme qui a travaillé dans les champs. Et donc, avec Mary, elle a appris l'anglais. Elle maîtrisait très très bien la littérature anglaise au bout de quelques mois. Elle a appris le latin et le grec aussi, et elle a composé des poèmes. Le plus ancien de ses poèmes a été composé à l'âge de 14 ans et a été publié par un magazine de la ville de Boston, du reste. Et c'est en 1776 que son recueil, poèmes sur quelques sujets, a été publié non pas aux États-Unis parce que la société bostonienne était un petit peu frileuse de publier à la fois une femme et une femme d'origine africaine en particulier, mais elle a été publiée en Angleterre grâce à un réseau d'amis dans lesquels se trouvait Benjamin Franklin, qui était en séjour en Angleterre à l'époque, la comtesse Célina de Huntingdon aussi, qui l'a beaucoup encouragé à publier. Et dans la préface de son recueil de poèmes, elle précise que ces poèmes ont été écrits d'abord pour son amusement et que ce sont ses amis qui l'ont poussé à se faire publier. Alors il y a une petite aventure assez cocasse d'ailleurs, et assez triste à la fois, qui est liée à cette publication, c'est qu'un comité d'experts s'est réuni pour bien vérifier que Phyllis Whitley était l'auteur des textes qu'elle voulait éditer. On ne pensait pas qu'une femme esclave soit capable d'écrire de la poésie. Et le comité a finalement tranché qu'il s'agissait bien de textes authentiques, qu'ils avaient bien été composés par Phyllis Whitley. Et un des membres du comité a dit que c'était quand même de mauvais poèmes. Donc il a un peu sauvé la face de ses préjugés. Alors cette Phyllis Whitley, on a pu lui reprocher de ne pas être très violente à l'égard de l'esclavage. C'est vrai qu'elle n'attaque pas frontalement l'esclavage. Elle voit au contraire dans son transfert aux États-Unis une occasion d'être éduquée, une occasion de découvrir le christianisme aussi, auquel elle sera fortement attachée, et ça se voit dans sa poésie. Mais par son itinéraire, elle est considérée comme la mère fondatrice de la littérature afro-américaine, et elle a réussi en tout cas à s'affranchir de sa situation d'esclave, affranchie par les Whitley, mais affranchie aussi par cette publication de poèmes qu'elle a réalisée à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Merci Jean, merci beaucoup. Je vous remercie car notre rencontre avait pour but de défendre la mémoire de la femme noire. Vous l'avez chacun fait à votre manière en nous dévoilant généreusement votre sensibilité. Merci à Denis, notre metteur en scène, notre caméraman, notre cadreur, une équipe à lui tout seul. Un grand merci. Merci à Pierre Bonnor, directeur du musée de la Chartreuse. Merci à Fatima l'Espagnol de la bibliothèque municipale. Merci à Laurence Fontaine, notre romancière douaisienne. Merci à Jean Vilba de la bibliothèque municipale de Douai aussi. Et un énorme merci à Ludovic Drouard, mon binôme, qui me supporte, qui m'aide et qui me soutient. Merci à vous tous.